Si à la suite de la guerre de l'opium, la Chine était devenue le plus grand consommateur du monde, mettant ainsi sa propre existence en danger, des décennies plus tard, des seigneurs de guerre liés aux sociétés secrètes chinoises, les Triades allaient occuper la région du Triangle d'Or et le Tibet pour produire de l'opium, faisant en sorte que la Chine, de plus grand consommateur, devienne également le plus grand exportateur. Autrement dit, maintenant, le sort s'était retourné contre le sorcier et le trafic international de drogue, comme cela n'était jamais arrivé auparavant, allait se répandre dans le monde entier. L'Empire britannique, sans le savoir, avait ouvert cette boîte et créé le crime organisé international. Et refermer cette boîte serait pratiquement impossible. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment le crime organisé chinois allait créer le trafic de drogue à l'échelle internationale, un facteur qui allait déclencher l'apparition de milliers d'autres organisations criminelles à travers le monde. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Ou alors abonnez-vous à notre chaîne Telegram pour rester informé des mises à jour de la chaîne. Et pensez aussi à partager la vidéo avec tous ceux que vous connaissez. La chaîne est petite, donc votre soutien de cette manière est essentiel pour que je puisse continuer à vous apporter du contenu sur l'histoire, le crime organisé, le renseignement et la géopolitique authentique, la vraie géopolitique, ici pour vous. Je m'appelle Géopolitique Mondiale et voici Géopolitique Mondiale. Au milieu du chaos qui a suivi la guerre de l'opium en Chine, l'État impérial chinois était fragmenté et affaibli. Et avec cela, une série de forces de parallèles à l'État ont commencé à croître, occupant le rôle qui aurait dû revenir à l'État chinois, tels que des factions criminelles, des sociétés secrètes et même les généraux des forces armées qui, au lieu de défendre les intérêts de la nation chinoise, utilisaient ce pouvoir militaire à leur propre avantage, les soi-disant seigneurs de la guerre. Mais au milieu de cette confusion de groupes et d'organisations, certains se sont distingués, en particulier les triades chinoises, qu'il est difficile de qualifier simplement de factions criminelles en raison de certaines de leurs caractéristiques. Il serait plus juste de les appeler des sociétés secrètes, bien qu'à cette époque, elles n'étaient ni secrètes ni même discrètes. L'histoire des triades chinoises est complexe, avec plusieurs théories et interprétations différentes concernant leur origine et leur développement. Cependant, de nombreux chercheurs s'accordent à dire que les triades sont apparues au XVIIe siècle comme un mouvement de résistance contre l'invasion mandchoue en Chine. Ces histoires selon lesquelles ils viendraient d'un rang de l'Antiquité, ce qui est très courant dans les films, relèvent pratiquement du fantasme et n'ont aucun fondement scientifique. Par conséquent, selon les informations les plus anciennes qui sont parvenues en Occident, les triades chinoises présentaient, dans un premier temps, de nombreuses similitudes avec la franc-maçonnerie occidentale, bien qu'elles soient distinctes dans leurs propres traditions, cérémonies et symbolismes. Et cela a amené des diplomates britanniques et des officiers militaires comme Herbert Giles et William Stanton, ou encore des prêtres européens comme John Mallory Ward, à croire à tort que ces similitudes signifiaient qu'ils auraient la même origine que la franc-maçonnerie. Un fait qui, en quelques décennies, se révélerait faux, certains aspects n'étant que de simples coïncidences et d'autres résultant d'erreurs de traduction. Selon William Stanton, l'origine des triades peut être retracée jusqu'aux chefs survivants de la dynastie Ming, qui se sont réfugiés dans un monastère dans les montagnes pour échapper aux Mandchous. Après de nombreuses bras et batailles contre les Mandchous, ces moines survivants ont fondé l'Association du ciel et de la terre, ou Chang'ehui en chinois, la première faction des triades. Cette organisation était axée sur la résistance contre l'oppression des officiels mandchous. Quoi qu'il en soit, les triades chinoises y sont devenues sont connues comme des organisations criminelles au fil du temps, s'impliquant de plus en plus dans des activités illégales telles que le trafic de drogue, les jeux d'argent, la prostitution et la contrebande d'êtres humains. Et parallèlement à cela, ces sociétés secrètes ont également été responsables d'actions altruistes et d'entraide entre leurs membres, comme offrir une aide financière et un soutien aux communautés où vivaient leurs membres. L'un des effets de la guerre de l'opium, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, a été l'extrême pauvreté et la guerre, ce qui a entraîné la fuite de millions de Chinois hors de Chine.
Ces millions de Chinois pauvres et désespérés allaient être considérés par l'Empire britannique comme une nouvelle opportunité, une main-d'œuvre bon marché qui pourrait travailler pour l'Empire à la construction des infrastructures en Asie du Sud-Est. D'autres Chinois, cependant, se sont aventurés encore plus loin, notamment sur la côte ouest des États-Unis, en pleine période de la ruée vers l'ouest, le Far West, où ils allaient inonder les villes de San Francisco et de Los Angeles et seraient même responsables de la construction, du travail dans les mines et de la construction des chemins de fer qui reliaient la Californie au reste du pays. Et pas seulement là-bas, mais aussi à New York où ils travaillaient dans des usines textiles ainsi qu'à Londres et dans d'autres villes à travers le monde. La communauté chinoise se distinguait par son efficacité au travail, sa discipline, son dévouement et surtout par le fait qu'elle était très bon marché. Cela allait inévitablement provoquer des chocs culturels et économiques avec les populations locales. Dans certains cas, cela a même conduit à des violences comme le massacre de Rock Springs, où des mineurs locaux, mécontents de la présence de la main-d'œuvre chinoise bon marché, ont massacré la petite communauté locale. Ce facteur poussait les Chinois à se replier dans leur quartier afin de se protéger contre les agressions, aussi bien de la part des natifs que d'autres groupes d'immigrants et même des autorités, formant ainsi les célèbres quartiers chinois, les Chinatowns. Et dans ces quartiers, les polices locales des villes évitaient généralement d'y entrer. Et cela allait donner naissance à une autre organisation secrète qui finirait par organiser ces quartiers, les fameux Tongs. Bientôt, nous nous retrouvions face à la situation suivante. En Chine et en Asie du Sud-Est, des groupes de triades contrôlaient le milieu souterrain. Loin de là, et dispersés sur d'autres continents dans les quartiers chinois, il y avait les Tongs. Ces organisations n'étaient pas unies et n'avaient même pas de direction centralisée. Chaque région avait sa propre faction, ce qui rendait pratiquement impossible pour les autorités de l'époque de lutter contre ces organisations. En réalité, dans certains cas, les autorités toléraient même et allaient jusqu'à conclure des accords avec les groupes de triades et de Tongs. Par exemple, les autorités britanniques en Malaisie n'arrivaient pas à communiquer ni à coordonner ces populations chinoises qui avaient migré à cause de la barrière, de la langue et de la culture, et il y avait souvent des rébellions au sein de ces communautés chinoises. Ainsi, les chefs des triades étaient acceptés à contre-cœur, car ils pouvaient en contrôler ces rébellions et parvenaient aussi à coordonner les travailleurs chinois pour les travaux dans les chemins de fer, les industries, les fermes et partout où ils étaient nécessaires. Autrement dit, les chefs des triades, même s'ils défiaient les autorités coloniales européennes avec leur trafic de drogue, parvenaient au moins à maintenir la paix et la stabilité et à faire en sorte que les travailleurs chinois continuent de travailler. En d'autres termes, c'était un mal nécessaire aux yeux des autorités coloniales. Mais les réseaux de connexion des triades allaient bien tant l'au-delà. Répandus à travers la Chine et dans toutes les colonies européennes, en Asie, que ce soit en Malaisie, à Hong Kong et au Myanmar avec les Anglais, à Macao avec les Portugais, en Indonésie avec les Hollandais, aux Philippines avec les Espagnols ou en Indochine avec les Français, cela n'avait pas d'importance. Les chefs des triades accumulèrent de plus en plus de richesses et de pouvoir. Cela se passait en parallèle avec le pouvoir des puissances européennes, qui étaient partagées entre combattre le crime organisé, risquant ainsi de voir des millions de Chinois se révolter, ou les tolérer pour maintenir la paix. L'impérialisme européen en Asie avait en effet créé deux monstres que les Européens ne savaient pas contenir. En public, le jeune empire japonais. Et dans l'ombre, de façon invisible, le crime organisé chinois. Et cela allait empirer en 1911 avec l'effondrement de la dynastie Qin, la fin de l'Empire chinois et la naissance de la République de Chine. Un épisode qui démontre d'ailleurs la force des triades chinoises. Sun Yat-sen, le père de la République de Chine, vénéré aujourd'hui aussi bien par la Chine continentale et le Parti communiste chinois que par Taïwan, était un fervent défenseur des réformes politiques en Chine. Inspiré par le modèle démocratique égalitaire des États-Unis, Sun Yat-sen avait l'ambition de transformer l'Empire chinois en une sorte d'États-Unis de Chine. Sun allait tenter sa première révolution en 1895 avec la première insurrection à Canton. Cependant, après son échec, Sun devient l'ennemi numéro 1 de l'Empire chinois
et s'enfuit précipitamment hors de Chine, se dirigeant vers l'Angleterre. Là, il fut finalement capturé par des espions chinois et détenu à l'ambassade de Chine à Londres, n'étant libéré qu'après des négociations avec des représentants du gouvernement britannique. Quoi qu'il en soit, Sun savait qu'il n'était qu'une question de temps avant d'être arrêté ou assassiné. Il s'est alors enfui de nouveau, cette fois vers le Canada, mais cela n'a servi à rien, car les espions Qing restaient sur ses traces. Il a alors décidé de partir pour le Japon, où la présence chinoise était contrôlée par les autorités japonaises. Et qui a coordonné la fuite de Sun Yat-sen et l'a aidé à obtenir de l'argent pour ses campagnes contre la dynastie Qing en Chine. Les triades chinoises, dont Sun Yat-sen faisait partie. Ainsi, il était clair que les triades chinoises n'étaient pas simplement une organisation criminelle impliquée dans le trafic de drogue, mais bien plus que cela, les triades étaient point des sociétés secrètes qui cherchaient à manipuler l'avenir de la Chine. De plus, au Japon, Sun Yat-sen a été protégé et aidé par Totem Miyazaki, un philosophe japonais lié au service d'espionnage de l'Empire japonais et aux sociétés secrètes japonaises qui voyaient en Sun Yat-sen un moyen d'affaiblir la Chine. Mais cela, c'est un sujet pour une autre vidéo. Revenons à Sun Yat-sen. Avec l'argent récolté par ces organisations et par les immigrés chinois hors de Chine, ainsi qu'avec les contacts des triades infiltrés dans le gouvernement chinois, Sun Yat-sen a alors finalement décidé de retourner en Chine. Et pour éviter d'être arrêté, il a été accueilli et escorté par des milliers de membres des triades chinoises, ne laissant aucune autorité gouvernementale s'approcher de lui pour le tuer ou l'arrêter. Il a alors lancé la révolution chinoise de 1911 que j'ai mentionnée, qui, sans l'aide des triades, n'aurait jamais eu lieu comme elle s'est produite. Après la mort de Sun en 1925, le nouveau gouvernement de Chiang Kai-shek a rencontré d'énormes difficultés à gouverner efficacement le pays, qui était de plus en plus plongé dans le désordre politique. Ainsi, la société secrète, appelée la Bande Verte, dont Chiang Kai-shek était membre, a émergé comme une puissante organisation, agissant en faveur du gouvernement nationaliste contre les mouvements communistes. De plus, la Bande Verte, qui était liée aux triades, a été la première organisation à s'impliquer dans la production et la distribution de drogues modernes comme la morphine et l'héroïne, et cela représentait une nouvelle étape profonde dans le trafic international de drogue, car c'était une escalade par rapport au trafic d'opium. La morphine est arrivée en Chine au début du siècle, étant fabriquée à partir de l'opium et importée d'Europe comme Tartep des États-Unis et du Japon. Au départ, elle était utilisée comme médicament pour réduire la dépendance des toxicomanes à l'opium, mais avec le temps, on a découvert qu'elle était encore plus addictive que l'opium lui-même. Et l'héroïne, quant à elle, a été inventée par les Britanniques en 1874, et bien qu'elle ait été considérée comme dangereuse, elle a fini par être commercialisée comme un médicament populaire aux États-Unis et en Europe. Lorsque des restrictions sur l'importation et la fabrication de l'héroïne ont été imposées dans ces pays, la production s'est alors déplacée vers la Chine, où les sociétés secrètes ont commencé à la fabriquer dans des laboratoires de clandestins à Shanghai et à Tianjin. Et plus tard, à travers les réseaux internationaux des organisations criminelles chinoises, ils ont commencé à l'écouler dans le monde entier. Les quartiers chinois nommés Chinatowns étaient bons des endroits que la police évitait par mépris envers les Chinois. Et donc ces quartiers ont fini par devenir les points de vente et de distribution de l'héroïne qui étaient revendus à diverses organisations criminelles. En Europe, la drogue était vendue à des syndicats du crime européens, tels la mafia dans le sud italien. L'Union Corse en France, les gangs de Londres en Angleterre, les Ingvereni en Allemagne, tandis qu'aux États-Unis, avec les clans irlandais, la mafia juive et la mafia italienne. Les quartiers chinois étaient littéralement des centres, des plaques tournantes de distribution d'héroïne. Si l'Empire britannique et la Compagnie des Indes orientales, 50 ans plus tôt, avaient rendu les Chinois dépendants de l'opium, cela avait maintenant provoqué l'effet indésirable de voir des factions criminelles chinoises renvoyer l'héroïne, bien plus puissante que l'opium, aux Européens et aux Américains. Avec l'explosion du trafic de drogue et sous la pression des milieux conservateurs et religieux américains qui protestaient contre l'ingérence américaine dans les affaires chinoises et dénonçaient
l'immoralité de ce qui s'était passé lors de la guerre de l'opium, le gouvernement des États-Unis s'est senti obligé de faire pression sur les Européens et le gouvernement chinois pour criminaliser le trafic de drogue. Quoi qu'il en soit, c'était déjà trop tard. Après tout, les trafiquants en Chine n'étaient plus de simples citoyens de seconde zone cachés, mais faisaient désormais partie intégrante du système de pouvoir et de l'économie républicaine, en particulier au sein de la fameuse bande verte déjà mentionnée. La relation entre le gouvernement républicain chinois et le crime organisé allait au-delà de la simple corruption. Ils jouaient un rôle important dans le financement de la guerre du Kuomintang contre les communistes au nord et contre les Japonais au nord-est de la Chine. En plus de cela, n'ayant pas de véritable agence d'espionnage, ce sont les trafiquants de drogue, les pirates des mers du sud de la Chine, les prostituées et les voleurs qui s'occupaient de l'espionnage et des assassinats stratégiques. Et tous étaient coordonnés et dirigés par l'obscur lieutenant-général du Kuomintang et bras droit de Chiang Kai-shek, le général Dai Li, l'une des figures les plus puissantes et mystérieuses de toute l'histoire du monde souterrain. Quoi qu'il en soit, le réseau international de trafic d'héroïne était désormais établi, avec des points de distribution en Amérique du Nord, en Europe et en Asie du Sud-Est. La première institution véritablement transnationale et mondiale, mais qui allait maintenant prendre une forme d'entreprise à un niveau plus professionnel que ce que l'on n'aurait jamais pu imaginer pour une organisation criminelle. Ce n'est pas un hasard si, dans le pays le plus entrepreneurial du monde, les États-Unis, qui à ce moment-là, au tournant du 19e au 20e siècle, étaient un véritable chaos d'immigrants venus de partout dans le monde. Et maintenant, la situation allait atteindre des niveaux sans précédent, alors que la mafia italo-américaine et la mafia juive allaient s'unir pour dominer le monde souterrain et les coulisses de la politique aux États-Unis. Mais nous verrons cela dans la prochaine vidéo de la série L'histoire du crime organisé. Merci à tous, j'espère que cela vous a plu et si c'est le cas, laissez un like et partagez la vidéo avec tous ceux que vous connaissez. Et un énorme super méga merci aux membres de la chaîne. Cette chaîne est petite, donc sa monétisation est faible, et je ne peux continuer à vous apporter du contenu sur la géopolitique et l'histoire que grâce à vous. Grâce aux membres, qui contribuent énormément à la chaîne. Donc si tu peux et que tu aimes la chaîne, pense à devenir membre. Non seulement tu auras accès à nos lives exclusifs, mais aussi aux cours que je mets petit à petit à disposition des membres. Mais si tu ne peux pas devenir membre, ce n'est pas grave. Partage la vidéo avec tout le monde que tu connais. Ça aide beaucoup, bien plus que tu ne l'imagines. Merci à tous, à bientôt et à la prochaine vidéo.